En juillet 2022, l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est assassiné dans un rassemblement électoral. C'est une triste nouvelle. Mais qui est cet homme politique qui a été chef d'État pendant un total de 9 ans? C'est le devoir que je me suis donné pour ce balado que tu écoutes présentement. Je vais revisiter les moments forts de sa carrière tout en mettant en lumière ses côtés sombres. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'Histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Sur la ligne politique, Shinzo Abe est un conservateur décrit comme un nationaliste japonais. C'est un homme qui bâtit sa réputation sur sa fermeté, son intransigeance envers la Corée du Nord, son désir d'un Japon très présent sur la scène internationale et un Japon décomplexé de son passé. Shinzo Abe a réduit les dépenses de l'État pour atteindre un équilibre budgétaire. Sur cet élément-là, on est vraiment dans la pensée de la droite économique. Shinzo Abe va d'ailleurs établir des liens proches avec Donald Trump, avec qui il partage une passion pour le golf. Si Shinzo Abe reste environ 9 ans au pouvoir, c'est surtout parce qu'il tire parti de l'absence d'un rival sérieux au sein de sa formation politique et de la faiblesse de l'opposition. Les étoiles sont alignées pour que Shinzo Abe règne pendant longtemps. Mais revenons en arrière lorsque Shinzo Abe prend les rênes de l'État japonais. On est en 2006. Shinzo Abe présente à son parti un agenda politique qui en fait sursauter plus d'un. Un agenda politique, c'est quoi? Un agenda politique, c'est l'ensemble des sujets, des priorités et la ligne d'action d'un gouvernement ou d'un parti. Si l'agenda politique de Shinzo Abe fait réagir, c'est parce qu'il contient seulement 4 pages. 4 pages, c'est beaucoup pour une recette de muffin. Mais pour un agenda politique, 4 pages, c'est vraiment peu. Shinzo Abe a été premier ministre à 2 moments distincts. La première fois, il demeure en poste du 26 septembre 2006 au 26 septembre 2007. Ouais, pendant exactement 1 an. Les causes de son départ sont nombreuses. Je vais faire l'histoire courte, mais on peut parler de son impopularité qui cause à son parti de lourdes pertes aux élections à la Chambre haute. Mais la principale raison est l'état de santé du premier ministre. Shinzo Abe souffre d'une colite ulcéreuse. Je rentrerai pas dans les détails de ce que c'est qu'une colite ulcéreuse, mais je me permets de glisser une photo ou deux à ceux qui écoutent le balado sur YouTube. En bref, une colite ulcéreuse, ça fait mal et on peut difficilement travailler efficacement avec ça. Pour ceux qui ont aimé la photo que j'ai glissée dans la vidéo, 1. Vous êtes bizarre. 2. On peut facilement trouver beaucoup plus de photos en googlant colite ulcéreuse. Il y a même des chances que vous trouviez la mienne. Ben, quand je dis la mienne, je veux dire, je parle pas de ma colite ulcéreuse, j'en ai pas, là. Ben, en tout cas, pas présentement. Je parlais de ma photo, là, la photo que j'ai prise sur Google. Bref, j'imagine que tous ceux qui étaient un peu glauques et qui voulaient voir des photos d'une colite ulcéreuse sont partis. On peut maintenant entrer dans le plus croustillant chez Shinzo Abe. Laissez-moi quelques secondes, ça s'en vient. Après avoir démissionné, l'ancien premier ministre finit par se rétablir grâce à un médicament qui n'était pas disponible au Japon auparavant. En 2012, Shinzo Abe redevient premier ministre. On est 5 ans après sa démission. Il restera au pouvoir jusqu'en septembre 2020. Après son retour, il utilise sa propre histoire pour plaider en faveur de la réduction du temps nécessaire pour l'approbation de médicaments. Ouvre bien tes oreilles parce que c'est là qu'on arrive dans le croustillant. Sur certains points de l'histoire japonaise, Shinzo Abe est un négationniste. Le négationnisme, c'est quoi? C'est le fait de prétendre que des éléments historiques n'ont, en partie ou en totalité, n'ont jamais eu lieu. Mais en quoi Shinzo Abe est négationniste? Tout d'abord, dans les années 90, Shinzo Abe travaille pour la Société japonaise pour la réforme des manuels d'histoire. Ça, c'est une société très controversée par la Chine et plusieurs pays occidentaux. Cette société japonaise-là fait la promotion d'une vision ultranationaliste de l'histoire du Japon. Elle produit des manuels d'histoire qui ne font pas compte des comptes rendus complets ou minimisent des crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grave. À l'époque de la Deuxième Guerre, le Japon oblige des femmes de territoires conquis à devenir des femmes de réconfort. C'est le terme utilisé. Mais entre toi puis moi, les femmes de réconfort sont des femmes qu'on soumet à l'esclavage sexuel. Le nombre de ces femmes est difficile à évaluer, mais on parle entre 50 000 et 200 000 femmes provenant majoritairement de la Corée, de la Chine et des Philippines. Pour en revenir à Shinzo Abe, c'est quand même lui le sujet du balado, l'homme qui a été premier ministre du Japon et la société à laquelle il est associé vont tous les deux nier cette partie de l'histoire japonaise, celle des femmes réconfort.
Évidemment, ce genre de discours déplaît aux pays concernés, surtout à la Corée du Sud qui va le faire savoir à l'international. Mis à part ça, Shinzo Abe est un partisan d'un Japon avec une force militaire importante. C'est pour ça qu'il fait réviser l'article 9 de la Constitution pacifique japonaise. C'est quoi ça? Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est l'un des grands perdants du conflit. Les États-Unis imposent au Japon la création d'une constitution nationale japonaise qui interdit la guerre comme moyen de régler les différends internationaux. La constitution entre en vigueur en 1947. Shinzo Abe n'était pas né en 1947, mais l'une des choses à laquelle il tient le plus depuis qu'il fait de la politique, c'est de modifier la constitution. Et il va réussir. Il y intègre le droit de légitime défense et de s'engager dans une action militaire si l'un de ses alliés est attaqué. Par rapport à ce changement, les réactions internationales sont mitigées. La Chine exprime une opinion négative par rapport au changement. Toutefois, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et les États-Unis réagissent positivement. Et oui, en date d'aujourd'hui, le Japon et les États-Unis sont des alliés commerciaux et militaires importants. On n'aurait pas cru ça possible après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Comme quoi les choses changent à travers l'histoire. Mais bon, changement de sujet, ça fait déjà quelques décennies que le vieillissement de la population japonaise s'observe. En d'autres mots, lorsqu'on regarde les tranches d'âge de la population, on comprend rapidement que, statistiquement, il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes. Voilà pourquoi, en 2014, le premier ministre alloue des millions de dollars pour aider des programmes qui aident les célibataires japonais à trouver des partenaires potentiels. C'est un genre de Tinder, mais subventionné par le gouvernement. Ces programmes s'appellent Programme de soutien au mariage. Le but derrière la mesure est d'augmenter le taux de natalité en baisse au Japon. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça a fonctionné? Disons que plusieurs personnes ont eu des matchs parfaits, mais c'est difficile de renverser la tendance lourde du vieillissement de la population avec une seule mesure. On pourrait croire que le Japon fait place à une grande immigration pour combler le vieillissement de la population. Mais non! En date du début des années 2020, les populations immigrantes au Japon représentent 2% de la population. C'est parce que le Japon est assez fermé depuis très longtemps à l'immigration en général. D'ailleurs, en 2015, le gouvernement refuse catégoriquement d'admettre des réfugiés touchés par les conflits au Moyen-Orient ou en Afrique. Shinzo Abe déclare que le Japon doit d'abord résoudre ses propres problèmes avant d'accepter des immigrants. On dirait qu'il n'est pas au courant que le principal problème de son pays est le vieillissement de la population. Shinzo Abe va toutefois ouvrir la valve pour les travailleurs internationaux pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Il faut aussi dire que c'est difficile pour Shinzo Abe de donner l'exemple d'une famille nombreuse, puisque lui et sa femme n'auront jamais d'enfants. Mais bon, c'est pas faute d'avoir essayé, quoi qu'on dirait qu'ils n'ont jamais pensé à l'adoption. Au fil du temps, Shinzo Abe fait passer plusieurs lois dont le renforcement de la protection des secrets d'État et le durcissement de la lutte antiterroriste. Ces deux éléments-là font polémique au Japon et entraînent des manifestations, ce qui est à souligner dans un pays où les manifestations se font, règle générale, assez rares. En 2020, le Japon n'échappe pas à la pandémie de COVID-19, surtout avec sa population vieillissante. Le tourisme japonais perd des milliards de dollars. Pour redynamiser le tourisme local, des aides de l'État sont attribuées. Ça va donner des résultats comme une statue de calmar géant de 13 mètres de long, dont la construction s'élève à 27 millions de yens. Ça peut sembler beaucoup, mais ça représente 300 000 dollars canadiens. En tout cas, je suis un très grand fan de calmar, j'adore l'idée. En juin 2022, l'état de santé de Shinzo Abe rechute à cause de la colite ulcéreuse. On ne l'attendait plus! Et pourtant, la voilà! Shinzo Abe démissionne donc à nouveau pour la même raison qu'en 2007. Shinzo Abe tenait à accueillir les Jeux Olympiques. Ils étaient d'ailleurs prévus pour 2020. Mais la COVID-19 en a décidé autrement et les Jeux se sont tenus en 2021, alors que Shinzo Abe n'est plus au pouvoir. Durant sa retraite, Shinzo Abe reste relativement présent dans les médias. Son histoire la plus médiatisée est sans doute celle des ananas. En 2021, la Chine ferme la porte à l'importation d'ananas en provenance de Taïwan. En réponse à ça, le Japon, qui n'est plus gouverné par Shinzo Abe, importe un record de 6000 tonnes d'ananas taïwanais. Le 28 avril 2021, Shinzo Abe tweet une photo de lui avec 5 ananas. La publication devient virale. Il n'y a pas de suite à cette histoire-là, ça me fait juste vraiment rire. Mais ce qui suit me fait un peu moins rire. En juillet 2022, Shinzo Abe se trouve dans l'ouest du pays. Là-bas, il prononce un discours d'appui envers l'actuel premier ministre. C'est à ce moment-là qu'un homme sort une arme et tire sur Shinzo Abe. Quelques secondes après l'assassinat, des agents de sécurité maîtrisent le tireur. Pour ce qui est de Shinzo Abe, l'attentat contre lui va lui être fatal. L'ancien premier ministre meurt de ses blessures. Il avait 67 ans. L'arme utilisée par le tireur était une arme artisanale.
La motivation principale du tireur est une insatisfaction par rapport aux politiques de Shinzo Abe. L'assassinat d'une personnalité publique est toujours un choc, surtout dans un pays où les armes à feu sont difficiles d'accès comme c'est le cas au Japon. Là-bas, les gens qui souhaitent posséder un fusil de chasse ou un pistolet à air comprimé pour la chasse et le sport doivent d'abord prouver aux autorités qu'elles en ont besoin. Ensuite, il y a une série de tests, incluant une évaluation psychiatrique. Les autorités rendent aussi visite aux propriétaires de fusils pour s'assurer que leurs armes sont entreposées correctement. Au Japon, les armes à feu sont aussi plus chères qu'ailleurs dans le monde, puisqu'elles sont extrêmement taxées. Malgré cette série de mesures, l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe a eu lieu, avec une arme qu'on ne pouvait pas acheter. Elle avait été fabriquée. En lien avec tous ces éléments, il va être intéressant de voir s'il va y avoir ou non des mesures plus restrictives aux armes à feu au Japon. Mais ça, c'est plus de l'histoire ni de l'actualité, c'est une projection dans le futur.